Bien, merci. Je ne vais pas revenir sur le contexte de la transition énergétique. Je vous en avais parlé au dernier Conseil. Il s'agit aujourd'hui d'une délibération qui consiste à affirmer d'une part notre volonté d'un service public de l'énergie et d'autre part de choisir le mode de gestion du réseau de chaleur principal de la métro. Alors tout d'abord le service public de l'énergie. Ici à Grenoble, le service public de l'énergie est ancré dans l'histoire. Grenoble et ses montagnes, berceau de la houille blanche. Grenoble, berceau des services municipaux de l'énergie, pour le gaz en 1867, pour l'électricité en 1903. Maintien du service municipal en 1946 lors des nationalisations. Au-delà de Grenoble, le service public de l'énergie a accompagné avec succès le développement économique et industriel de la France. Dans nos montagnes, ce sont les grands barrages. Ce n'est que récemment que le statut des grands groupes nationaux a évolué. Ils ont toujours des missions de service public, les tarifs régulés, identiques quel que soit le lieu, les impératifs sociaux pour les ménages en difficulté. Mais les communes, surtout les petites, autorités organisatrices de la distribution de l'énergie, n'avaient pas les moyens d'exercer leur mission de contrôle. Elles laissaient donc faire. Les usagers du chauffage urbain ont rappelé à l'ordre, il y a quelques années, les collectivités locales. Faites votre travail de contrôle, ramenez transparence et équité dans le domaine des services publics de réseau. Faites cesser les dérives financières. Chacun se souvient des affaires de l'eau à Grenoble. À l'époque, le ménage avait été fait chez certains élus, vous le savez, par la justice. Il reste de l'histoire ancienne et de l'histoire récente à Grenoble une très forte sensibilité pour la question du service public des réseaux. La loi a fait passer la compétence de l'énergie à la métropole et c'est bien. La métropole a les moyens et l'envergure pour exercer le contrôle des distributeurs d'énergie. Aujourd'hui, après 2 ans de prise de compétence, la métro veut affirmer que l'énergie est un service public et elle veut dire comment elle conçoit ce service. Quand on parle de pôle public de l'énergie, il ne s'agit pas d'une structure nouvelle qui est créée, mais d'un ensemble de fonctions que l'on met en évidence. La stratégie de développement des réseaux dans le cadre du plan Air, Énergie, Climat. Le service public des données de l'énergie, la promotion de la sobriété énergétique avec notre bras armé, l'Agence locale de l'énergie et du climat, la promotion de l'efficacité énergétique avec Murmure 2 et la prime Air-Bois. La prime Air-Bois dont il faut continuer la promotion en ces temps d'air pollué. Le contrôle de la distribution d'électricité et de gaz aux tarifs réglementés avec les opérateurs GEG, GRDF et Enedis. Le développement des énergies renouvelables et enfin le développement des réseaux de chaleur, j'y reviendrai. Voilà les fonctions principales et pour les mettre en œuvre, quelques orientations réaffirmées car certaines sont déjà mises en pratique. La concertation avec les partenaires, usagers, entreprises et acteurs de l'énergie, chercheurs. La collaboration avec les partenaires de l'innovation. La mise à disposition des outils au-delà du strict territoire de la métro. Le renforcement du contrôle des concessions. Et enfin, la mobilisation de l'ensemble des acteurs dans la lutte contre la précarité énergétique. Voilà un résumé de ce que nous voulons dans la métropole pour le service public de l'énergie. J'en viens maintenant au chauffage urbain et au choix du mode de gestion pour le réseau principal. C'est la seconde partie de la délibération. Nous vivons depuis 11 jours un épisode de pollution de l'air. Le chauffage urbain émet peu de particules et peu de polluants, car les fours fonctionnent à très haute température. Ils brûlent donc pratiquement tous les composés carbonés
et ils ont un traitement des fumées très efficace. Pour 45 000 logements, soit 20% du parc, le chauffage urbain émet 1% des particules issues du secteur résidentiel. Par ailleurs, le chauffage urbain utilise beaucoup d'énergie renouvelable, 60% aujourd'hui, et on va vers 75% en 2030 et 100% en 2050. Avec aussi une évolution vers un réseau à basse pression et basse température, avec des innovations pour réduire la consommation lors des pointes et économiser l'énergie. Le chauffage urbain est une richesse de notre territoire, avec un savoir-faire précieux des salariés, et nous devons en prendre soin. Les enjeux principaux sont les suivants. Maîtriser le coût pour l'usager. Nous savons qu'il y aura des investissements à faire et à financer, que le prix de la chaleur produite par Atanor va augmenter, que le prix des combustibles va augmenter. Pour rendre cette augmentation de tarifs supportable par l'usager et pour garantir la compétitivité du réseau de chaleur par rapport aux autres énergies, faute de quoi il n'aura plus d'avenir, des améliorations doivent être trouvées pour diminuer le coût du service. Maîtrise du coût. Garantir la maîtrise du service par la collectivité. Les moyens de la collectivité doivent être renforcés en matière de contrôle pour exiger de l'opérateur la transparence dans les choix, pour connaître le coût du service, pour évaluer le respect des objectifs en matière d'innovation, de performance environnementale et de communication à l'usager. Maîtrise publique. Renforcer la transparence sur les données. Les données associées à la gestion du service sont nécessaires à la métro, autorité organisatrice, pour juger de la qualité du service et de ses performances économiques et environnementales. Le chauffage urbain devra notamment s'inscrire dans le service public de la donnée énergétique et participer au projet Vivacité. Maîtrise des données. Enfin, mettre l'usager au cœur du dispositif de gouvernance. En s'appuyant sur les structures de concertation existantes, il faudra améliorer la transparence. Des dispositifs complémentaires seront créés. Un groupe de travail spécifique sera mis en place dès le début de l'année prochaine pour suivre l'élaboration du cahier des charges. L'usager au cœur du dispositif. Au bout d'un long processus, d'un long travail d'analyse et de réflexion, synthétisé dans le rapport annexé à cette délibération, et pour répondre à ces enjeux, il vous est donc proposé de déléguer le service public du chauffage urbain, avec les investissements portés par le délégataire, à l'exception de la construction et du renouvellement des centrales. Une délégation de service public. Ce mode de gestion permet l'exploitation d'installations industrielles complexes. Les participants au forum du plan Air Énergie Climat ont pu visiter la centrale Villeneuve la semaine dernière et se rendre compte de ce qu'est une installation industrielle complexe. Ce mode de gestion permet une mise en concurrence, ce qui va obliger à une optimisation des coûts de fonctionnement et conduire à une maîtrise des coûts. Ce mode de gestion permet un contrôle de la collectivité et la transparence à inscrire dans la convention de délégation. Ce mode de gestion permet de faire appel à une expertise technique. Ce mode de gestion permet de demander aux délégataires d'associer les usagers à la prise de décision. Ce mode de gestion permet enfin de faire porter aux délégataires le risque lié aux variations climatiques. Le détail des missions confiées aux délégataires ainsi que le périmètre de la délégation figurent dans la délibération. Voilà, en résumé, ce qui vous est proposé ce soir, une affirmation du service public de l'énergie, le choix de la délégation de service public de l'énergie pour le réseau principal de chaleur urbain avec les investissements portés par le délégataire, à l'exception de la construction et du renouvellement des centrales. Je termine en remerciant les services de la métro qui ont fait un gros travail pour clarifier les choix et les orientations et les mettre à la portée des élus.
Nous sommes à une étape aujourd'hui. Il restera évidemment encore beaucoup à faire.